votre rendez-vous matinal, comme à chaque mercredi de la station régionale d'Oran. Bonjour. Eh bien, j'espère que vous allez passer avec nous un bon moment culturel, scientifique, artisanal, mais aussi universitaire, puisqu'on va recevoir au programme tout au début le NPO qui vont être présents avec nous. Alors, et ça... On va dire, ça tournera autour de la première journée consacrée à la sécurité hydrique et à la résilience climatique qui s'est passée le 26 et le 27 mai. Donc, c'était hier et avant-hier, hein, donc c'est tout frais, quoi. Alors, et bien sûr, en matière de santé, on va parler de la prise en charge des nouveaux traitements, des nouvelles prises en charge du malade, justement, qui souffre de la sclérose en plaques, puisqu'on va recevoir deux éminents professeurs et bien sûr, la représentante, la présidente de l'association CEP Espoir, qui seront présents avec nous tout à l'heure. Et bien sûr, en matière de culture, on va recevoir un écrivain romancier, Omar Kazitani, que vous avez l'habitude de voir, notamment avoir de ses nouvelles à travers le Bonjour d'Algérie d'Oran. Eh bien aujourd'hui, il vient avec deux cadeaux justement. Alors deux romans, La valise de la veuve et bien sûr le deuxième roman, le tout dernier, Lui. Et bien sûr, dernière ligne droite de Bonjour d'Algérie d'Oran aujourd'hui, eh bien c'est l'artisanat qui sera à l'honneur tout à l'heure. Vous allez découvrir avec nous deux pépites, pas des moindres. Alors restez avec nous jusqu'à 9h30. Et avant de vous offrir une belle chanson pour bien vous booster de bon matin, eh bien... je vais vous dire qu'il va faire très très chaud aujourd'hui parce que ça va varier entre 29 et 27 degrés le soir. Donc direction plage, c'est la plage et la mer qui est au rendez-vous d'Oran. Et bien sûr, sans plus tarder, je vous propose cette chanson pour bien vous réveiller et on se retrouve juste après. Au vieux port d'Alger, dans une usine, je bousille les mots à l'encre de Chine. Au vieux port d'Alger, dans une usine, je bousille les mots à l'encre de Chine. ندات الموجة وتكسلت، جازت تحدانا وبردها قاسح، ما فهمناها كيف تهولت. هاجت علينا وهواها قادح، ندات الموجة وتكسلت، جازت تحدانا وبردها قاسح، ما فهمناها كيف تهولت. هاجت علينا وهواها يخوف. مادموزيل الجيري فجينا بطون سوليل، مادموزيل الجيري فجينا بطون سوليل، مادموزيل الجيري فجينا بطون سوليل، مادموزيل الجيري فجينا بطون سوليل. كاين اللي عايش في الوهام، هز في قلبه ما زالوا نية، وكاين اللي يداتو ليام تبع الفاني ونسى التربية. كاين اللي شاف روحه هوام، قال غير خلي نزيد نبعد شوية، وهادي ليلة هدا يوم فاتو بوام. بحر النفاق ما لاقي ضيق. مادموزيل الجيري فجينا بطون سوليل، مادموزيل الجيري فجينا بطون سوليل، مادموزيل الجيري فجينا بطون سوليل، مادموزيل الجيري فجينا بطون سوليل. Ça nous a un petit peu boosté, cette belle chanson est tirée du terroir, une très belle histoire, belle Algérie. Eh bien oui, l'Algérie est très belle. Donc on dit bonjour aussi à notre communauté algérienne qui se trouve partout dans le monde, qui est en train de nous suivre et qui nous suit justement à chaque fois, chaque semaine d'Oran
Eh bien, je leur dis bonjour. Eh bien, tout au début, je l'ai annoncé puisqu'on reçoit avec nous alors deux professeurs éminentes et je suis très contente de les recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie. C'est professeur Hassiba Bouabdeslam, coordinatrice des journées scientifiques. Bonjour. Bonjour madame, je suis donc professeure Hassiba Bouabdeslam de l'École Polytechnique d'Oran et chef de projet du pôle d'excellence en dessalement. Je vous remercie pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Nous donner cette occasion de s'exprimer justement sur la sécurité hydrique et la résilience climatique. Merci. Très bien. Et bien sûr, vous n'êtes pas seul puisque vous êtes accompagné aussi alors du professeur Halima Benchenden, enseignante au département de génie des procédés. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation et c'est un honneur pour nous d'être là parmi vous pour présenter un petit peu sur les journées, qui ont été réalisées à l'NPO, l'École nationale polytechnique d'Oran. Merci. Maurice Audin. Maurice Audin. Exactement. Donc, ce sont les premières journées consacrées à la sécurité hydrique et à la résilience climatique qui se sont passées le 26 et le 27 au siège même de l'ONPO, Maurice Audin. Donc, on va parler un petit peu de ce sujet qui nous importe tout le monde, voilà, donc de près ou de loin, justement. Donc, parlez-nous un petit peu du contexte de ces journées. Alors le contexte est le suivant. Nous sommes, tout le monde le sait, qu'aujourd'hui, il y a une urgence climatique. Suite à ce changement climatique, il y a un problème de sécheresse. Bien évidemment, voilà, de sécheresse. Déjà, l'Algérie, c'est un pays aride, un semi-aride, donc le ciel n'est pas très clément avec nous, donc voilà. Et puis, face à cette situation, cette urgence climatique et un stress hydrique qui est tout en croissant, donc aujourd'hui, il faut apporter des solutions. Mais les solutions dans un cadre stratégique national, parce que l'État a une stratégie. Le président de la République, il a pris en considération cette situation et dans son programme, il a inscrit la sécurité hydrique et donc il a proposé, il a apporté des solutions. Donc, parmi ces solutions, c'est le dessalement. Quand je dis, c'est pas dessalement d'eau de mer, mais le dessalement des eaux. Et puis, en veillant sur le droit de citoyen à l'eau qui est fait l'objet justement de l'article 63 de la Constitution algérienne. C'est dans ce contexte qu'on voulait justement faire appel aux scientifiques, aux professionnels du milieu et aux étudiants qui sont innovants pour apporter des solutions qui convergent vers le développement durable. Parce qu'il ne s'agit pas d'assurer justement la ressource pour aujourd'hui, mais c'est comment justement développer la stratégie pour assurer la ressource pour les générations futures. Et comment cette idée a germé pour organiser ces deux journées ? Cette idée, elle a germé, mais elle a toujours existé parce que le NPO est leader dans la formation déjà, dans le domaine depuis 2014. Nous avons lancé une formation sur le dessalement des eaux et puis on a formé beaucoup d'ingénieurs. Quand on fait de la formation, automatiquement, on fait à côté de la recherche. Donc, on a beaucoup travaillé sur ça, on a beaucoup de résultats. Et quand on a des résultats, il faut les rendre visibles. Et l'objectif, c'est de valoriser ces résultats et puis donner l'occasion aussi aux étudiants de développer des interactions avec le secteur professionnel. Et parce que l'objectif, ce n'est pas de former des étudiants pour l'université, mais former un produit qui va être utilisé par le secteur professionnel. Et donc, avec le secteur professionnel, mais il faut d'ores et déjà développer ces interactions pour se connaître et pour développer des collaborations fortes pour aujourd'hui et pour demain. Voilà. Effectivement. Voilà. Alors, quels ont été les thèmes abordés lors de ces journées ?
Or, les thèmes abordés dans ces journées, c'était le dessalement des eaux de mer, traitement des eaux usées et leur réutilisation, la nouvelle technologie, l'intelligence artificielle dans la gestion, la gestion durable. C'est plus, on vise plus nos étudiants à les former pour la gestion pour intelligence artificielle dans la gestion durable des ressources en eau. Ça, c'est l'avenir du pays, parce qu'il faut qu'on doit maîtriser, on doit contrôler, et l'étudiant doit être prêt. Une fois sorti ingénieur, doit être prêt à diriger, à maîtriser et à contrôler, parce que ça, c'est l'avenir des ressources en eau en Algérie. Surtout avec dernièrement avec la sécheresse qui est actuellement. Donc, il faut qu'on vise, l'enseignement vise dans cet endroit. Donc, les journées scientifiques qu'on a organisées, c'était pour c'est-à-dire une collaboration entre l'industrie, entre l'agriculture, entre le secteur industriel et un rapprochement de nos étudiants. Nous, on vise plus à approcher les étudiants et collaborer avec l'industrie. C'est plus ça. Quand notre ingénieur sort de l'école, il sera prêt à être opérationnel tout de suite. Voilà, c'est notre but. Très bien. Alors, les thèmes les plus abordés, d'ailleurs, vous venez juste de les énumérer. Alors, mais quelle a été justement l'importance de ces thèmes lors de ces 2 journées? Alors, l'important, c'était, ces journées, ils ont montré que le défi de l'eau et du climat fait appel à la technologie et la science. Donc, il faut innover, il faut maîtriser. Donc, c'était des journées où on a montré, c'est-à-dire la nouvelle technologie. Il faut qu'on change, il faut qu'on essaie d'améliorer notre travail sur les ressources humaines. Parce on est très en retard par rapport à d'autres pays. Par rapport à d'autres pays. Donc, il est temps de prendre en charge cette problématique qui est très, très, très importante pour le pays et pour nos futurs dirigeants. Justement, d'ailleurs... Le but, c'était d'avoir... Notre but, c'est d'avoir des ingénieurs où ils dirigent les infrastructures qui sont actuelles. Donc, il faut qu'ils soient 100% algériens. C'est ça le but. Et ça nous fait plaisir d'ailleurs. Voilà. Il y a eu beaucoup d'innovateurs sortis de l'école de l'ENPO. Voilà. Donc, je voudrais rajouter, parce que l'importance, la première... c'est-à-dire la première recommandation, hein, si on veut parler réellement de recommandations de ces journées, de cette rencontre, c'est de développer ce qu'on appelle une sorte de cluster. Donc pour catalyser le côté recherche-développement, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on passe à l'étape supérieure. C'est vrai que souvent on fait de la recherche pour gérer nos carrières, pour la recherche académique, mais maintenant il faut que cette recherche soit une recherche utile au service de l'industrie et par conséquent au service de citoyens. Parce que la science, s'il n'est pas là pour améliorer la vie du citoyen, ça ne sert à rien du tout. Donc c'était ça, développer des clusters. Donc vraiment, parmi les recommandations, c'est des recommandations qu'on va mettre en œuvre. Il ne s'agit pas de parler, à la fin dire on a des recommandations, puis oublier. Non, il n'est plus question de ça. Donc développer des clusters pour catalyser la recherche-développement est encore plus important, c'est de développer des plateformes justement qui se trouvent des plateformes industrielles au niveau de l'industrie pour valider. Il ne s'agit pas de dire moi j'ai innové, parce que c'est vrai, aujourd'hui on parle d'innovation, c'est une bonne chose là, mais maintenant il faut valider ce produit d'innovation. Est-ce qu'il marche, il ne marche pas? C'est pour ça qu'il faut développer, on s'est entendu pour développer des plateformes test en quelque sorte pour valider le produit de l'innovation, qui est un produit
produits intellectuels qui vont transformer parfois en produits matériels. Et à l'ENPO, est-ce que vous validez justement ces projets, ces plateformes? Non, c'est-à-dire cette plateforme, il faut qu'elle soit une plateforme au niveau industriel. Nous, on est producteurs d'idées, on fait des tests laboratoires, mais il faut qu'on passe à l'échelle industrielle. Effectivement. Est-ce que industriellement, c'est-à-dire à tester sur des pilotes, par exemple. Donc c'est des pilotes qui se trouvent à l'échelle industrielle, que c'est dans le cadre justement de cette collaboration qu'on s'entend que nous, on est là, parce que nous, on est toujours à la recherche de problèmes. Hein. C'est pas le problème ne travaille pas. Donc, la recherche, c'est ça, l'innovation, c'est ça. C'est trouver des solutions aux problèmes. Et puis, l'industriel, dans son côté, il va nous aider aussi bien matériellement, donc financièrement, à nous mettre à disposition des étudiants, des chercheurs de façon générale, pour tester leurs produits d'innovation. Parfois, il est intellectuel et pour les matérialiser, ça ne marche pas. Parce que si tu veux vendre, moi j'ai une idée, je veux développer, je veux vendre. Mais est-ce que réellement elle marche ou elle ne marche pas? Elle marche au laboratoire. Voilà. Mais quand on passe à l'échelle l'essayer. industrielle, il faut l'essayer. il faut l'essayer à l'échelle sur des pilotes, sur ce qu'on appelle des plateformes test pour valider ce produit. Très bien. Alors, quels ont été justement les objectifs de la tenue de ces 2 journées? Eh ben, parmi les objectifs, c'est ça, c'est renforcer justement cette relation, ce partenaire qui existe déjà, hein, mais de le renforcer, passer à l'échelle supérieure justement, passer à la réalité, à l'application de nos idées sur le terrain industriel. Renforcer ce partenariat et puis justement favoriser les interactions entre les étudiants et le secteur professionnel, parce que la finalité de la formation, c'est former un produit, un étudiant, qui va être utilisé par un secteur industriel. Oui. Alors, ces compétences, il ne va pas les former. Nous, on fait des formations d'ingénieurs, et la formation d'ingénieur n'est pas entièrement académique, mais elle est professionnalisante parce que nos étudiants font beaucoup de stages. Donc, à travers le stage, qui développe ces compétences professionnelles, mais ça reste insuffisant. Donc, s'ils peuvent faire... Déjà, pour trouver un stage, parfois, ce n'est pas évident. C'est pas évident, c'est difficile. Voilà, donc parmi l'un des objectifs, justement, de cette rencontre, c'est de rendre notre formation visible. Et pas seulement de formation, nos projets de recherche, nos résultats de recherche visibles par rapport déjà au secteur industriel, mais pas par rapport aux industriels et par rapport aux décideurs. Parce qu'aujourd'hui, si on ne contribue pas dans la décision, la décision politique aussi, parce qu'il faut trouver des solutions. Hein. L'eau, c'est l'affaire de tout le monde, hein, des scientifiques, du citoyen normal et tout ça. Donc il y a aussi l'un des objectifs, c'est de la sensibilisation à la sécurité, parce que c'est vraiment une urgence. Hein, les gens ne sont pas peut-être sensibilisés, mais aujourd'hui, par exemple, on parle de changement climatique, les gens ne prennent pas en considération. Mais c'est une réalité. Alors aujourd'hui, il faut trouver les moyens de nous adapter à ce changement climatique. C'est que ce changement climatique, on le ressent. On le ressent, mais comment nous adapter? Voilà, c'était ça l'objectif. Par rapport à ce changement, comment nous adapter? Alors s'adapter, c'est une organisation sur le plan technologique, mais aussi sur le plan de la société. Il faut sensibiliser la société, comment s'adapter. Imaginez-vous, pour donner une idée sur la réalité, que par exemple la wilaya d'Oran, elle est alimentée après la mise en service de la station de dessalement de Cablan, elle va être alimentée, on l'a su, par ACOR, à 98% d'eau de dessalement. Alors imaginez qu'il n'y avait pas de dessalement. Ça c'est pour juste donner une idée. Pour la wilaya d'Oran. D'accord. Alors, la stratégie nationale, celle adoptée par la présidence, c'est justement, dans le cadre de cette sécurité, il faut qu'elle repose sur le pilier essentiel, c'est le dessalement. Et le dessalement des eaux de mer, en particulier parce que 75% de la population se trouve sur la côte.
Voilà, donc il faut sensibiliser, il faut se mettre autour d'une table, scientifiques, professionnels, décideurs, pour trouver des solutions, mais durables. Effectivement. Voilà, donc durables. Voilà. D'où justement la tenue de ces journées. Voilà, voilà, je suis en train d'évoquer les objectifs. Effectivement, oui, Voilà. oui, bien sûr. Voilà. C'est, Même Vous pour les raj- ces journées, ils ont permis aux chercheurs, c'est de proposer leurs idées, de se rapprocher de l'industrie. Parce que nous, avant, on était fermés, l'école était fermée. Maintenant, avec ces journées-là, on arrive à ramener l'industrie À donner de chez la nous visibilité, et voilà. à donner plus de visibilité. Et puis l'industrie, elle est là. Maintenant, elle est plus, on voit plus, elle est plus à l'aise à échanger avec les chercheurs et les étudiants. C'est-à-dire déjà, comme on a parlé, le professeur Bouabslem, le cluster, c'est-à-dire on a besoin des données pour pouvoir trouver des solutions. Oui. Donc l'industrie, elle est là pour nous proposer leurs données. Le données, on le trouve chez l'industriel, c'est pas à l'université. Et en même temps, l'industriel va voir les recherches et les innovations que proposent les chercheurs et nos étudiants. Et puis, il peut, pour collaborer, parce qu'il faut un échange entre l'industrie et les ingénieurs, nos ingénieurs. Donc là, c'est-à-dire, pour moi, c'est des journées, pour nous, c'est des journées très, 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 très importantes. Bien très sûr. importantes pour l'avenir des ressources humaines. En même temps, pour alerter sur la sécurité alimentaire, sur l'agriculture, sur le maintien de la ressource humaine. Justement, Voilà. quand on parle sécurité hydrique, la sécurité liée à l'eau, moi j'ai toujours dit que la sécurité hydrique, elle est au cœur de toutes les sécurités. Il n'y a pas la sécurité alimentaire. On ne peut pas faire l'agriculture, il n'y a pas d'eau. Impossible. Impossible. Voilà. On ne Impossible. peut pas produire de l'énergie s'il n'y a pas d'eau. Effectivement. Impossible. Donc c'est la sécurité énergétique. La sécurité sanitaire, la santé. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'hygiène, il n'y a pas d'hygiène, il n'y a pas de... Voilà. Donc tout repose sur ça. Donc c'est là est l'importance. Oui. Et puis à travers ces journées, ces rencontres qu'on fait à l'intérieur d'un... Le but, c'est de ramener les industriels au cœur de l'école. Voilà. C'est l'occasion Alors, de et voir les tout le monde. participants, ça a été qui? Uniquement les étudiants ou alors ils sont venus de l'extérieur justement de l'ENPO? Non, mais justement, c'est de ramener, si vous permettez, de ramener justement des gens de l'extérieur. Extérieur, voilà. C'est ce qu'on est en train de Proposer la dire. Ça sert de parler entre nous. Bon, Exactement, non, ça sert à rien. Parce que si on doit faire travailler, innover, faire de la recherche, former aussi, c'est pour l'extérieur, c'est pour l'industriel, c'est pour le secteur socio-économique d'une façon générale. Donc, nos étudiants, nous, on a l'habitude d'aller vers eux pour chercher les problèmes, trouver les solutions. Donc, vous Mais cherchez ça, beaucoup c'est de problèmes, hein, voilà, vous. nous, c'est les problèmes qui nous intéressent. Mais là, c'était... on le fait souvent pour ramener justement à l'intérieur et pour rencontrer le maximum de personnes, un maximum de chercheurs et puis favoriser ces interactions qui deviennent très fortes entre les étudiants, chercheurs, et puis les étudiants élèves ingénieurs, les enseignants chercheurs et le milieu socio-professionnel. Voilà. Très bien. Un mot? Il y a autre chose, il faut que l'industrie, ces journées a permis à l'industrie à voir exactement que l'industrie elle vient pour proposer leur problématique. Effectivement. La problématique. Donc, et c'est à nous de les écouter et de voir et de trouver les solutions. Donc, autre chose, notre but, c'est maintenant la technologie, elle est de l'extérieur. Oui. Donc, elle est contrôlée, on est contrôlé. Les stations, c'est les directeurs, ils sont étrangers. Donc, nous, notre but, c'est à ce que ça soit le contrôle et la direction et de toutes ces sociétés en ressources hybrides, il faut qu'elles soient algériennes. C'est notre but, c'est faire sortir des compétences 100% algériennes. C'est Très ça bien. le but de l'école. Donc on finit avec ce mot, faire sortir des compétences 100% algériennes. Oui, et justement, dans le même sillage, en mêmes idées. Ce que nous voulons faire aujourd'hui, par rapport à la technologie, il faut que la technologie
Moi, je dis que maintenant, bon, on parle de sécurité, mais on doit passer à une échelle supérieure, c'est la souveraineté hydrique. Aujourd'hui, il faut assurer, parce que aujourd'hui, l'eau, dans De toutes quelques les années, façons, peut l'eau, être c'est la source source de la de vie. guerre. Voilà, c'est la Attention. source de la vie. Alors, par exemple, la technologie aujourd'hui, pour dessaler l'eau, elle repose sur la membrane. Donc, si on n'a pas de membrane, on ne peut pas dessaler, on ne peut rien faire. Alors maintenant, il faut qu'on passe à l'échelle supérieure. Pourquoi ne pas fabriquer des membranes localement? C'est-à-dire diminuer la dépendance par rapport à l'étranger. Et on peut le faire. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, les 11 stations de dessalement qui existaient, les grandes stations de dessalement, étaient réalisées, puis même gérées en partie par les étrangers. Aujourd'hui, les 5 dernières par la stations... compétence algérienne qu'elle est gérée. Alors, les Qu'elles 5 sont dernières, gérées je plutôt. vous informe, les 5 dernières qui ont été réalisées récemment, inaugurées par le président de la République. Effectivement. Donc, c'est des stations de 300 000 mètres cubes jour, en l'occurrence, puisqu'on est à Aurore, celle de Cap-Blanc qui va alimenter Cap-Blanc, à exactement. 100% justement la wilaya d'Oran. D'ailleurs, Et on grâce commence à ressentir tout ça, hein, parce qu'il n'y a Voilà. plus les coupures d'eau qu'il y avait avant. Et hein. ça va s'améliorer Ça va encore s'améliorer plus encore parce plus. qu'on vient de mettre en marche. Donc, au fur et à mesure, on va arriver à 300 000. Mais ce que je veux dire, c'est aujourd'hui, cette station, elle a été réalisée à partir de 0 jusqu'à 100% par des compétences algériennes. Et ce que je vais vous dire encore plus, c'est que nos étudiants, qu'on a formés, ils ont participé de A à Z à la réalisation, donc une main-d'œuvre qualifiés, des cadres, ingénieurs algériens, 100%. Et aujourd'hui, peut-être qu'on va passer au transfert de savoir-faire vers les pays voisins. Eh bien, à la régie, ils vous disent bravo. Merci. Donc, bravo à nos étudiants, Merci. bravo à nos ingénieurs et Oui, bravo à la mérite, compétence mérite, algérienne, 100% mérite, algérienne. oui. Merci beaucoup, Oui, mesdames. moi, à d'avoir- partir de ce canal, je les félicite et je leur demande de faire encore plus pour le pays. Très bien. Parce qu'ils le Merci font par beaucoup, rapport à merci. ce pays. Merci d'avoir accepté notre invitation, Madame Sophie, c'est un plaisir. Merci, c'est professeur un Bichenel, plaisir. c'est un C'est à plaisir nous de de vous vous recevoir. remercier. Et certainement, ça ne va pas être une dernière fois. Donc, vous serez la Avec porte de la plaisir. télévision algérienne, Merci. de la station Avec régionale grand d'Oran. Elle est grande ouverte à toutes nos merci. compétences. Bien Marhaba sûr, bikum. merci beaucoup. Et Merci pour voilà l'accueil. une très belle chanson sur Wahran de Houari Benchenet. On se retrouve juste après avec le second plateau sur la santé. وهرانا ظهر زباين سيد الهواري الإشارة في مرجاج وحهار والعيايان يا من دادا يوم للشرشارة في فاروقي العبر بيسايان فانا ومدورة دارة سيدي محمد قوبة الحسين وكتابي جدو كرام وراس العين بين البرقايان والدومة والحمارة من البلونتر لقاري باين يا وزيد القدام لا اسكاليرا حبيب الزبيب فوق البسيان نواحي الدروان قنطارة الريف فيليب والريف جار
شيارة طريق وجدة وطريق تمسيان ويو عند الريك سقارة الطريق الكمين غير العنوان والطروب بالحمراء شوفوا ساميه بالنعمايان والسلوسي والكوب الخضراء بيتي ومرابان جناين واد مرسلو صبارة بولونجي ومعيز يقويان كراج الريف يديك الصفراء هودن الكرطي سالي قايان ينعرفوا بالشاشية حمراء الباري قدام سيل بيان وليد العطور والفخارة عند ضربون الكسوة والكتايان يا سناظل وصبابيط عند بوشارة زوج سبوعة عند البيبايان الساحة Je suis à Anne de Biben. Alors là, il parlait des deux gros lions qui sont à l'effigie de la wilaya d'Oran. Bien, c'est devant la mairie d'Oran. Alors, de toute façon, tout le monde connaît ces lions. Tout le monde sait qu'ils ont été fabriqués en 1891, si ma mémoire est bonne. Voilà. Donc par Kane justement, donc et ils sont là, ils gardent la wilaya d'Oran. Et bien comme je l'ai annoncé tout au début, le volet santé aujourd'hui, on va parler d'une pathologie qui est très très difficile à diagnostiquer justement, et c'est la raison pour laquelle où on reçoit d'éminents professeurs avec nous. Alors je parle bien sûr du professeur Dounia Batsi que vous avez l'habitude de voir ici sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Alors elle est professeure en neurologie, chef de service de neurologie à l'EHS de Oued Tlilet, ici à Oran. Et bien sûr, on reçoit un éminent professeur qu'on n'a pas l'habitude de recevoir. C'est une première chez nous, Oumar Hababi, puisqu'il nous vient de l'hôpital de Henri Mondor. Alors lui, il est neurologue au centre de recherche à l'hôpital d'Henri Mondor. Bonjour, Oumar Hababi في بلادك. Merci beaucoup pour l'invitation. شرف كبير Merci à ليا vous. باش نشرفكم اليوم في هذه الحصة. Merci beaucoup. Et bien sûr, alors, pour commencer, on commence quand même de parler de cette pathologie. Alors déjà, qu'est-ce que la CEP? Et de quelle façon peut-on la diagnostiquer pour faire un bon diagnostic? Parce que je sais que la CEP, c'est très très difficile de la diagnostiquer. On peut des fois, parfois, passer à côté de ce diagnostic. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Et on aimerait bien tout tirer de vous aujourd'hui. La sclérose en plaques, avant tout, c'est une affection qu'on appelle neuro-inflammatoire. Une inflammation qui touche uniquement le système nerveux central. Le système nerveux central qui comprend le cerveau et la moelle. Donc, le cerveau, c'est l'effecteur de toutes les fonctions motrices, sensitives, sensorielles et cognitives. Et la moelle qui est le relais de toutes ces fonctions du cerveau vers l'ensemble du corps. Aussi bien pour la sensibilité que pour la motricité. Alors, c'est une maladie assez capricieuse, parce que pendant longtemps, elle a été Très capricieuse même. Très capricieuse. Elle a été diagnostiquée en 1873 par le professeur Martin Charcot
à la salpêtrière. Et les neurologues ont toujours eu des manifestations neurologiques sans savoir de quoi il s'agissait. Eh ben, puisque vous êtes en train de parler justement des manifestations neurologiques, quels sont les symptômes de cette maladie? Il n'y a pas un symptôme. C'est une maladie qui peut se révéler par différents symptômes. Des symptômes visuels, ça peut commencer comme dans la majeure partie des cas par une baisse de l'acuité visuelle, brutale, pendant quelques minutes, voire parfois plusieurs heures, qui inquiète plus ou moins le patient. Certains vont consulter, certains vont dire non, c'est en train de s'améliorer, donc je ne consulte pas. Les seconds, les autres symptômes le plus souvent rencontrés dans cette maladie, c'est les troubles sensitifs. Quelqu'un qui se lève, qui a des fourmillements, qui a des douleurs au niveau des membres inférieurs, des troubles de la marche, des troubles... Quand vous dites trouble de la marche, c'est quoi? Alors, le plus souvent, c'est que c'est des patients qui n'avaient aucun trouble et du jour au lendemain vont ressentir une lourdeur. Ah, d'accord. Une lourdeur au niveau des membres inférieurs. Ils peuvent avoir des troubles justement de l'équilibre. Tous ces symptômes florissants, au début, ne sont pas forcément ressentis par le patient comme étant une manifestation. Inquiétant. Souvent, on met C'est ça pas sur le plan de la fatigue. Ils vont voir leur médecin traitant qui leur dit ça manque de magnésium. Voilà, il leur prescrit un Exactement, repos. oui. Et la maladie donc a un début insidieux. Effectivement. C'est-à-dire qu'on ne le sait pas. Oui. Mais ce qu'on sait, c'est que dans les études qu'on a fait, c'est que lorsqu'apparaissent les premiers symptômes, on sait que la maladie, elle est déjà là depuis, Elle est déjà installée. déjà installée par de l'inflammation, soit depuis plusieurs mois, parfois plusieurs années. Parce que Effectivement. quand on fait l'IRM et on voit l'étendue des lésions inflammatoires du cerveau, c'est pas quelque chose qui s'est installé en quelques jours. Ah ben c'est ce que j'allais vous dire, parce que l'être humain en général, partout dans le monde, hein, pas uniquement en Algérie, d'ailleurs vous allez me confirmer ça, donc les Algériens en général, les personnes dans le monde en général, c'est qu'on ne s'inquiète que rarement de notre santé, c'est que des fois on ne se rend même pas compte qu'on est malade, qu'on a ces symptômes qu'on a, ce n'est pas normal, donc il faut aller consulter, alors que nous, on ne part pas consulter. Et je vais vous dire que parfois on a vu des patients en consultation qui nous ont été adressés suite à une IRM. Et lorsqu'on reprend l'interrogatoire avec eux, ils vous disent il y a 2 ans, oui, j'ai eu une baisse de l'acuité visuelle, ça ne m'a pas inquiété. Il y a 2 ans, j'étais très fatigué, j'ai eu des troubles de l'équilibre. Voilà. Donc ce qui fait qu'il y a déjà eu des poussées annonciatrices Voilà. il y a très longtemps. Et c'est uniquement lorsqu'il y a un véritable déficit ou une véritable fonction neurologique qui est altérée, Ce sont des poussées alarmantes en fait. absolument, donc qui emmène à consulter. Le médecin traitant, généralement, sont aguerris à prescrire une IRM cérébrale. Voilà. Et à partir de cette IRM cérébrale, donc le radiologue dit ce sont des lésions qui sont compatibles avec une démyélinisation inflammatoire du système nerveux central. Et là, D'ailleurs, j'allais arriver à quels sont les examens à faire, à passer aussi, afin d'établir un diagnostic de la CEP. Alors, j'allais juste ouvrir une parenthèse pour dire que cette maladie, elle ne touche que l'adulte jeune. À partir de quel âge? Entre 20 et 40 ans. Oula. Voilà. Et c'est une maladie dont on connaît maintenant plein de choses. Notamment, on s'est toujours posé la question, d'où vient cette maladie? Voilà. Ça a toujours été resté une maladie inconnue. Est-ce que c'est une maladie génétique? Pas du tout. C'est une maladie inflammatoire du système nerveux central. Il existe dans le système nerveux central, il existe une barrière physiologique qui protège le cerveau de toute agression externe par des virus, par des protéines ou par tout autre complexe. Et en fait, pourquoi il y a ce déséquilibre Voilà. de cette Pourquoi barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire entre le sang et le cerveau, qui protège le cerveau, c'est parce que tout simplement il y a une agression. Et comme on sait que toute agression aboutit à des troubles. Donc c'est parce qu'il y a une agression par le système immunitaire de cette barrière hémato-encéphalique qui laisse pénétrer des protéines de l'inflammation qui, elles, vont activer d'autres protéines
au sein du cerveau et qui vont aller enflammer la myéline. La myéline, c'est la substance blanche, c'est le vecteur moteur qui fait circuler toutes les informations à travers le cerveau et la moelle. La myéline, c'est comme une gaine qui protège les nerfs, et le cerveau, c'est un peu comme un câble électrique. Une fois qu'il est dénudé, eh ben, ça donne des mauvaises connexions. Donc, qu'est-ce qui fait que cette barrière hémato-encéphalique est agressée? C'est le système immunitaire. Donc, d'où une deuxième définition de la maladie. Après une maladie inflammatoire, c'est une maladie auto-immune. Immune. Et hier, lors de nos journées mondiales de la sclérose en plaques, plein de questions ont fusé de la part des patients qui nous posaient la question, est-ce que c'est une maladie génétique? Est-ce que c'est une maladie héréditaire? Voilà. J'ai mon fils, j'ai ma sœur? Non, absolument pas. Ça Ce peut n'est- arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Qu'on ait eu des antécédents ou pas dans la famille de sclérose en plaques, même les études qui ont été faites chez les jumeaux n'a pas permis de dire qu'un l'un des jumeaux fera une sclérose en plaques après son frère ou sa sœur jumelle ou jumeau. Donc c'est une maladie à soi, soi-même, Oui. auto-immune, inflammatoire. Et en fait, après, il y a une cascade d'inflammation qui se fait dans le temps. Et c'est là où intervient justement le rôle du traitement, Voilà. justement pour bloquer. D'ailleurs, j'allais vous poser la question. Quelles sont Et je les réponds à votre avances- question, comment on fait le diagnostic? Exactement. Voilà, donc j'ai pas oublié la question. Alors le diagnostic, c'est très simple. C'est une IRM cérébrale qui va nous montrer qu'il y a des inflammations, mais on va pas s'arrêter là. On va compléter par une IRM de la moelle, parce que la moelle n'est que la continuité du cerveau, voir s'il y a des lésions médulaires. Oui. Et on fera aussi faire une IRM sur le nerf optique, parce que quand on fait le bilan ophtalmologique, on trouve des troubles visuels, mais qui n'ont pas été vécus par le patient, alors qu'il y a déjà des lésions silencieuses qui se sont installées sur le nerf optique. On confirme la maladie par un examen biologique qui est la ponction lombaire. On va retirer du liquide PL. céphaloracidien, voilà, par la PL, et on va adresser ce liquide au laboratoire qui va analyser les protéines et le contenant de ce liquide. Et là, on va faire une chromatographie de ce qu'on appelle des immunoglobulines, parce que quand il y a une réaction inflammatoire, il y a production d'immunoglobulines. Et ce qui fait qu'on a un profil spécifique dans la sclérose en plaques, qu'on appelle, c'est une production de bandes oligoclonales à partir d'une immunoglobuline en réponse à cette inflammation. Donc, on peut compléter par d'autres examens électrophysiologiques, on peut faire des potentiels évoqués moteurs, tester la transmission de l'influx nerveux à travers la moelle, les potentiels évoqués sensitifs à travers la moelle et les nerfs sensitifs, les potentiels évoqués moteurs, je l'ai dit, mais visuels à travers le nerf optique. Et il y a d'autres examens qu'on peut faire en fonction du patient. Mais globalement, c'est ça. La stratégie diagnostique, c'est IRM cérébral, médulaire, bilan ophtalmologique, ponction lombaire, et en fonction, on réunira un faisceau d'arguments, parce que là aussi où la difficulté est, c'est que la sclérose en plaques n'est pas un diagnostic à 100%, c'est une sclérose en plaques possible, certaine et probable. Donc c'est un diagnostic d'élimination. On va éliminer d'autres pathologies avant, qui sont des pathologies inflammatoires du système nerveux central. Et on est en Algérie. C'est un pays où on a pas mal de patients qui ont des maladies auto-immunes. Exactement. Pour ne pas les citer, comme le B7, comme le lupus, comme Effectivement, la oui. sarcoïdose. C'est une fois qu'on aura éliminé toutes ces Possibilité. pathologies qu'on pourra dire qu'il s'agit probablement De d'une la sclérose en plaques. Et c'est là où on va donner Et un vous traitement. dites que c'est probablement, c'est que vous n'êtes pas sûr à 100% que c'est une sepse. C'est un diagnostic d'élimination de la sclérose en plaques. Même si vous allez dans les plus grands centres européens de sclérose en plaques, on a un faisceau d'arguments, bien entendu. On va dire oui, effectivement, ça. Mais il faut agir rapidement aussi. Ah ben, vous savez, il y a dans la stratégie thérapeutique actuellement, quand on a eu les premiers traitements
et le professeur Betsy peut en témoigner, ça a été les interférons. On nous disait que pour donner un interféron, il fallait attendre 3 poussées. Malheureusement, parfois, on n'arrive pas à la 3e poussée, que le malade est déjà Effectivement. handicapé. Donc, à l'arrivée des autres traitements qui étaient de 2 types, les traitements immunomodulateurs qui pour l'instant ne sont plus prescrits, on est passé aux traitements immunosuppresseurs, donc qui vont agir sur cette immunité agressive. Là, je vais juste poser une petite question au professeur Betsy, qu'on a l'habitude d'ailleurs de recevoir sur le plateau pour tous les problèmes, on va dire la majorité des problèmes neurologiques. Donc aujourd'hui, vous intervenez pour la CEP, justement. Vous avez créé à l'EHS de Oued-Tlilet une unité spécialement pour la CEP, pour la prise en charge de la CEP. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Alors bonjour Imed, bonjour tout le monde. Ça va? Ça va très bien. Alhamdoulilah. Alors j'ai été confrontée personnellement à la sclérose en plaques, je l'ai dit hier, quand j'étais jeune résidente il y a plus de 20 ans au CHU d'Oran. Et j'ai vu on nous disait que c'était une maladie orpheline, c'était une maladie rare. Et en fait, durant tout mon cursus de 4 ans, on avait beaucoup de malades. Ça touchait les jeunes femmes en âge de procréer, etc. Et donc, je voyais qu'on avait beaucoup de malades atteints de maladies inflammatoires et de sclérose en plaques. Et surtout qu'il y avait les symptômes sont variés. Comme tu as dit, les troubles moteurs, visuels, c'est un handicap qui est visible. Il y a aussi l'handicap invisible, comme les troubles cognitifs, les troubles de la mémoire, les dépressions, l'anxiété. Ça engendre de la fatigue qu'on ne voit pas. Donc tout ça, c'est négligé par les patients et pas négligé par les patients et surtout par la société aussi. Et parfois par certains médecins. Par certains médecins surtout. Et surtout, ils souffrent aussi. Les bilans sont chers, comme tu as dit, pour éliminer toutes les autres maladies. Donc l'accès à ces bilans qui sont parfois très coûteux et aussi l'accès à l'IRM. Et l'IRM est primordial pour le diagnostic. Et qui est cher aussi. Et qui est cher. Est-ce que vous êtes en possession d'une Alors j'avais demandé, c'était ça le projet, quand le directeur de la santé m'a proposé de créer le service de neurologie. Voilà. Je lui ai répondu, moi c'est l'AVC. Je suis neurologue vasculaire, référente locale, mais mon deuxième combat, ça va être la sclérose en plaques. Oui. Et je ne peux pas les abandonner et créer une unité inflammatoire pour eux. On a commencé ça à l'EHU d'Oran, mettre en place toute une filière, une équipe dédiée. C'est que vous avez plusieurs pathologies en relation avec la neurologie, on va dire. Il y a la sclérose en plaques, il y a les maladies neurodégénératives, il y a le Parkinson, il y a l'Alzheimer, les maladies cognitives. Les cognitives. Et donc, mais on ne peut pas tout faire en tant que neurologue. Sinon, on va pas être efficace. Et il y a l'errance diagnostique aussi. Il y a l'errance diagnostique, souffrent de l'errance diagnostique parce que les neurologues ne sont pas assez formés pour faire des diagnostics ou des professionnels de la santé ne sont pas formés pour reconnaître les premiers symptômes de la maladie, comme des fois la dépression, les troubles visuels, oui. Etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, ils s'engagent dans des examens complémentaires inutiles et parfois des traitements qui ne sont pas adaptés, avec des effets secondaires. Et donc, il y a l'impact sur la qualité de vie, le retard diagnostique et l'impact sur la maladie et la progression de la maladie, parce qu'il faut un diagnostic rapide et précis. Là, vous avez parlé d'un sujet qui est... vous avez suscité un point qui est très important. Et là, je m'adresse à vous, professeur Abdellaoui. C'est que quelles recherches sont actuellement, justement, en cours sur la sclérose en plaques, puisque vous faites partie de l'équipe de recherche à Henri Mondor? Bah, écoutez, la seule recherche qu'on mène dans la sclérose en plaques, c'est de réparer les lésions inflammatoires. Ce qui a été... qui ont été causées par l'inflammation. Quand on a une carie dentaire, bon, on va la soigner chez le dentiste. Là, on a un substratum anatomique qui est l'inflammation de la gaine de myéline. Donc c'est comme si on venait dénuder, par exemple, tous les câbles et il n'y a pas de transmission. Donc la recherche qui se font actuellement... Alors, l'évolution du traitement de la sclérose en plaques s'est faite sur 15-20 ans. Au départ, on n'avait rien. On avait un traitement de poussée par les corticoïdes. Exactement. C'était les corticoïdes et puis après, basta. Il n'y avait plus rien.
Voilà. Il fallait s'attaquer à un traitement de fond pour éviter cet orage inflammatoire. Comme les traitements de fond, par exemple, dans le diabète, comme dans l'hypertension artérielle, comme pour le Ce sont cholestérol. des maladies courantes d'ailleurs. Le diabète maintenant c'est une maladie courante, l'hypertension c'est une maladie courante. Ce sont des maladies voilà. auto-immunes. Même le diabète Exactement. est une maladie auto-immune. Donc, toutes ces maladies, et Dieu sait que mes collègues algériens connaissent très bien les maladies auto-immunes, notamment les médecins internistes avec le lupus et la thyroïdite d'Hashimoto, parce que c'est des maladies de facteurs ethniques génétiques, comme le B7 par exemple, à ne pas négliger et qui peut éventuellement donner des lésions comme le lupus qui peuvent ressembler à une sclérose en plaques. Donc, pas les traitements, la recherche qui est menée actuellement dans les plus grands centres mondiaux oui. de la recherche sur la sclérose en plaques vise à trouver un traitement pour réparer les dégâts. Je vais juste ouvrir une parenthèse pour que les téléspectateurs qui ne connaissent pas très bien cette maladie, on en a parlé hier justement dans la présentation, c'est qu'il existe plusieurs formes de sclérose en plaques. Et effectivement, oui. Il existe plusieurs Seulement, formes. on ne peut pas s'étaler parce que le temps est court. Bien sûr, donc, c'est juste pour dire qu'il y a des scléroses en plaques au début. Ça commence Oui, par oui, une oui, forme, ce oui. qu'on appelle rémitante. C'est-à-dire, il y a des poussées, des rémissions. Oui. Il y a des poussées et il y a des rémissions. Et Effectivement. plus les poussées vont être nombreuses, plus les rémissions vont être courtes. Et là, on va rentrer dans une autre forme qui s'appelle la forme progressive. Soit les secondaires progressives après un début par des poussées-rémissions, ou soit, malheureusement, comme on voit en Algérie, du fait de ce capital génétique auto-humain que nous avons hérité, Les formes maghrébines sont plus les graves. formes maghrébines sont des formes D'accord. très sévères. Très Pourquoi sévères. Pourquoi Parce que, Juste une dernière question, parce que là, on me dit que c'est bon. Oui, pourquoi elles sont sévères? Parce que tout simplement, il y a eu pas mal de mélanges d'ethnies par les Turcs, par Ah d'accord, le mélange de civilisation. qui ont fait que il y a eu pas mal de maladies qui sont développées, qui ont produit des anticorps, qui se sont attaqués. Ce n'est pas la cause des mariages consanguins? Il y a une grande partie. Et on sait très bien, Voilà. juste pour dire que c'est une maladie qui est parfois, qui répond à l'environnement. Plus on va dans les pays froids, plus la maladie est importante. Plus on va dans les pays chauds, comme chez nous, moins la maladie est importante. C'est le rôle de l'ensoleillement et de la vitamine D. Et c'est ça Qui est très importante, cette vitamine. bien sûr, Elle est bien sûr. pratiquement... On sait que maintenant que la vitamine D est une une vitamine neuroprotectrice du système nerveux central. Effectivement. Je veux dire deux mots sur les traitements. Juste deux mots. brièvement, parce Voilà. qu'on me... C'est qu'il y a eu plusieurs phases de traitement. Actuellement, nous sommes dans les traitements de la phase 3. Première phase, c'est les premières CEP. Deuxième phase, c'est les CEP qui échappent au traitement de la première phase. Et le troisième traitement, ce qu'on appelle le traitement de la troisième lignée, c'est pour les CEP qui n'ont pas répondu aux deux traitements. Et, alhamdoulilah, je le dis, comme je le dis hier, l'Algérie a mis des moyens Oui, effectivement. très importants, parce que moi je suis satisfait pour nos malades qui ont Ça y des est, c'est la traitements de troisième lignée et assez coûteux. Très bien. Merci beaucoup. Merci vous en d'avoir prie. accepté notre C'est invitation. normal. Ce fut une intervention très bénéfique pour nous, pour les malades justement qui sont en train de nous regarder de bon matin sur le Bonjour d'Algérie. Et il est 9h moins 10. Et dire aux malades que le moindre symptôme qui les inquiète, faut consulter. Il faut consulter à l'EHS de... Chez le professeur justement, c'est Betsy. le professeur Betsy, à l'EHS de Oued Tlilet. Donc, merci beaucoup et dommage. De toutes les façons, on aura l'occasion. Bien Vous êtes sûr. là à Oran. Mais c'est l'intérêt d'avoir des spécialistes, de la pathologie. Voilà. Effectivement. Donc, merci beaucoup. Alors, et là, je vous propose un sujet sur la projection du film documentaire de Rachid Qureshi par Ilyes Benzien à la salle de cinéma Saada Colisée. On se retrouve juste après. Sous les voûtes feutrées d'une salle empreinte d'émotion, l'Office national de la culture et de l'information a offert au public bien plus qu'une simple projection, mais un voyage intérieur, un dialogue sensible entre l'art,
la mémoire et l'absence. Et ce, à travers le film, Tu manques même à mon ombre. الفيلم الوثائقي الذي كما قلنا يحكي حياة الفنان التشكيلي رشيد قريشي. هذا ما نال إعجاب الحاضرين وخاصة المهتمين بالفن التشكيلي. يعني كان هناك جمهور أقبل هنا على قاعة السعادة لحضور هذا الفيلم الوثائقي واكتشاف أعمال الفنان رشيد قريشي ورشيد قريشي شخصيا. صديقنا لوران بولار عطاوه ميزانيه بلاد، عطاوه ميزانيه باش يعملوا فيلم علي انا، ولكن من باريس. انا رفضت، قلت له انا من باريس مستحيل ما نعملوش، نتحبوا الجزائر اوكي. لوران رجع لي بعد اسبوع و10 ايام قال لي رشيد انا يا كنت تقبل لي نعمل فيلم عليك وندبروا حالنا، نلقاو المصاري، نلقاو البيدجي، نلقاو الميزانيه يعني اللي ممكن. وهيك كانت الحكايه، وهكا بدات الشغله. ومن بعد هزته معايا، كنا حتى على الجنوب، عاش معايا في الزاويه التيجانيه تاعت ماسين معناتني. حضرنا كانت وقتها وقت يعني المولد، وتعرف احنا في الطريقه التيجانيه المولد هو نحفلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. شغلنا ممكن اسبوع في الطريقه في الحفلات يعني تاع الموسم نتاع المولد. ومن بعد هبطنا الأقصى جنوب، بدينا بجنات وتمر راست والمناطق اللي بعدها إن شاء الله. À travers le regard profond de Rachid Quraishi, le spectateur est invité à ressentir l'indicible, à voir au-delà du visible, là où l'ombre elle-même pleure la disparition. الفيلم يحكي سيرة الفنان، وكذلك يحاول توثيق سيرة فنان قدم الفن الجزائري الكثير. الفيلم كذلك يحاول توثيق سيرة رشيد قريشي الذي جال وصال عدة البلدان، وكذلك مثل الفنان الجزائري خير تمثيل. الفيلم أثر فيا بزاف. أنا بديت تعرفت على السيد قريشي هذه عدة سنوات، بالك هذه 15 سنة، أكثر من 15 سنة. لكن اليوم اكتشفت صورة أخرى على السيد قريشي، وهي الفنان أولا اللي كنت نعرفه، لكن الفيلسوف، الحكيم، المواطن العادي، لخاطرش يروح عند المواطنين العاديين تاع الصحراء العميقة تاع الجزائر تاعنا، وفي نفس الوقت يتكلم مع الناس العاديين، لكن يبحث في عمقات هاد الناس العاديين. Très satisfait. حقيقة الحاجة سي مانيفيك كوم فيلم، والله يعطيه الصحة. رشيد قريشي معروف هذا الدومين تاعو، يعني ان تروك ميم جي كونستاتي كو سيتي ان تروك ان فيلم بوكو بلوس. كنت نشوف بلي الفيلم تاعو يعني الشخصية تاعو تبين لأنه فلسفي. هذا شيء جميل جدا، وهي الرسالة أظن إلى الجيل الجديد بأنهم حتى وإن بلغوا القمة وخرجوا إلى النطاق العالمي فلا يجب أن يخجلوا من ما اكتسبوه في طفولتهم، في ريعان شبابهم، وماذا أخرجت به المدرسة الجزائرية. Si on est croyant, on dépend du même Dieu. Quelle que soit la manière dont on fait sa prière, on fait appel au même. Être soufi, c'est d'abord aimer l'humanité et arriver un jour à ce que tout humain en vie soit un vrai frère. أحسن وأجمل شيء يكون في العالم كله، كل شيء تمحى خلف الفن. كنت نكلمك من قبيلات يعني على الصور على الجدار، نعم قبل التاريخ عندي شوفي التالميرا في اسبانيا، لاسكو، غرود دو شوفي، لا ناميبي، الامازوني، الجزائر. سمعت هذا اللي بقى. الفنان اقوى من الناس الكل، لانه هو يدخل التاريخ، والتاريخ دائما يرجعه نوع من الخلود. Une initiative qui rappelle avec éloquence que la culture est d'abord un acte de mémoire, un pont entre ce qui fut et ce qui perdure à travers les œuvres.
bien, merci à Ilyes Benzienne qui nous a ramené justement ces quelques images de la projection du film. Eh bien, du film vers l'écriture, puisqu'on reçoit, c'est toujours un plaisir de le recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie, c'est Monsieur Omar Kazitani qui est présent avec moi. C'est toujours un grand plaisir et cette fois-ci, il nous a ramené 2 cadeaux en même temps. Alors, la valise de la veuve et bien sûr, lui. Alors aujourd'hui, on est vraiment gâtés par Omar Kazitani. Bonjour. Bonjour, Ça va? merci pour votre invitation. Merci à vous. Alors, la valise de la veuve et lui, contemporain d'un génocide. Eh bien, nous allons parler, bien sûr, tout au début. Alors, quelle est l'histoire de la valise de la veuve? D'abord, c'est une histoire authentique. Ah, j'allais vous poser la question, est-ce Purement. que cette histoire a déjà existé? Oui, purement authentique. J'étais chef d'établissement et un jour, une dame, dans un village, une dame voilée, avec la ouina, comme on dit, est entrée. Naqba. Naqba, est entrée et m'a dit « Bonjour, monsieur le directeur ». Dans un village, j'ai dit « Bonjour, madame », et elle a ouvert son voile et j'ai vu une femme de type européen. Alors, je vais juste, avant que vous ne terminiez justement cette belle histoire, c'est que ce qui a attiré mon attention dans la couverture de la valise de la veuve, c'est les 2 femmes, une voilée et une de type européen. Alors, quand vous lirez le livre, vous verrez que l'une c'est l'autre. C'est la même personne. Et bien entendu. Donc, c'est Josiane, qui était l'épouse du chef de gare du village dans lequel j'exerçais. Tous les matins en accompagnant... De Mehi? Pardon? C'est l'épouse de Mehi? C'est l'épouse de Mehi, bien sûr, le chef de gare. Et tous les jours, en accompagnant mes enfants à Oran, au lycée, je voyais une femme de dos qui distribuait des grains à ses poulets. Et j'ai remarqué un jour, ma fille, qui était très jeune, m'a fait remarquer que les talons de cette femme étaient fendillés. Les chaussures en plastique, etc. Bref, elle est venue, m'a demandé des livres. Elle m'a dit, monsieur le directeur, pourriez-vous m'ouvrir votre bibliothèque? Je lui ai dit, bien entendu, bien sûr. Je lui ai prêté des livres, elle les a lus. Et un jour, j'avais une classe d'enfants inadaptés. Elle n'a jamais eu d'enfants. Et un jour, elle est venue me dire, monsieur, nous allons recueillir, Mahi et moi, des enfants. Est-ce que vous pouvez nous les prendre? À l'école, normale. Donc, vous avez connu, justement, Josiane. Oui, je l'ai connue. Et donc, ils ont été à l'assistance publique et ils ont recueilli 2 enfants qui ont été scolarisés dans notre établissement. Malheureusement, ces enfants qui n'avaient jamais bénéficié d'aucune affection, d'aucun égard, n'étaient pas aptes à poursuivre des études. Et donc, ça a posé des problèmes à Josiane. Et elle a essayé quelque chose que ne font jamais les Européens. Elle a marié son époux pour avoir des enfants. Voilà. Oula. Et donc, déjà même les Algériens, voilà, elles marient très rarement oui. leur mari. Deuxième échec, donc deuxième échec. Et la suite, elle est terrible parce que Josiane a connu Mahi à Strasbourg lors du défilé de la victoire. Elle lui a offert une rose. Il lui a dit, madame, je suis soldat, le capitaine va me gronder. Elle lui dit, vous êtes soldat, mais vous êtes un homme, je vais vous embrasser. Et elle lui offre la rose et elle s'en va. Elle rejoint Bernard, son époux. Ah, donc elle était déjà mariée. Elle est mariée. Elle rejoint Bernard, son époux, tuberculeux. Aïe.
Et la suite, vous la découvrirez dans le livre. Justement au roman. Alors aujourd'hui, vous êtes venu pour nous présenter 2 romans en même temps. Donc le deuxième, c'est lui. Alors ce roman d'ailleurs qui a attiré mon attention, c'est alors lui, contemporain d'un génocide, c'est-à-dire qu'il a assisté certainement à un génocide. Alors quand on parle de lui, c'est qui lui déjà? Alors pourquoi lui? Et pourquoi lui, Voilà. justement? Parce que lui, c'est vous, c'est moi, ce sont tous les présents ici. Lui, c'est la conscience. Lui, c'est la conscience. Et lui, donc, pour permettre au lecteur de s'identifier ou de ne pas s'identifier, je raconte ici la terreur que fait régner Satan. Là, je pense que vous êtes en train de parler de l'entité sioniste. Et bien entendu, je parle de Satan et je dis bien sûr Satan de Tel Aviv. Alors, regardez la couverture. Je l'ai vu, oui. Dans cette couverture apparaît un homme qui roule un rocher, dans les décombres de Gaza. Je me suis inspiré du mythe de Sisyphe. Sisyphe est un personnage, c'est une personne humaine qui a désobéi aux divinités grecques. Il est puni par le roi des dieux, Zeus, et qui le condamne à rouler un énorme rocher jusqu'au sommet de la montagne et de le laisser. Chaque fois, Sisyphe conduit, pousse, parvient au sommet. Dès qu'il lâche la roche, elle redescend. Il recommence, elle redescend. Cette roche redescend. Il recommence, et ça redescend. Et il se dit, finalement, c'est une habitude, je vais continuer. C'est la théorie du recommencement. Si les De ne pas lâcher prise? de recommencer. D'accord. De recommencer. Parce La qu'il y a une grande théorie du différence recommencement. entre... D'accord. Faisons la différence entre la théorie du recommencement des Palestiniens et la théorie du recommencement des sionistes. Le recommencement palestinien, c'est l'espérance. Vous nous tuez, vous nous maltraitez, Mais nous on est là. recommencerons. On pour recommence, vivre. on lâche pas. C'est la quête de la vie. Le recommencement génocidaire, c'est nous tuons, vous réagissez, nous vous retuons. Nous n'arrêterons pas. Il y a donc le recommencement, le terme, le vocable de recommencement, qui est doublement sémantique, positivement et négativement. Et ici, il n'y a aucune affirmation qui vient de moi. Tout ce livre-là est documenté. J'ai lu au moins 4 livres et des revues. Tout ce qui est cité dans le livre, ce sont des spécialistes sur les méfaits d'Israël, ce sont des philosophes, ce sont des écrivains. Je n'ai fait que reporter, mais j'ai raconté une histoire dans cette histoire. À lire. Oui, oui, Moi, à je dirais à lire parce que là, je suis tombée sur un petit paragraphe qui a attiré mon attention. Et vu que vous m'aviez offert cet ouvrage, donc je vais m'y mettre ce soir. Oui. Parce que la lecture, quand même, elle est très, très importante. Surtout que à nos jours, la lecture a un petit peu disparu. Donc, on va retrouver le parfum et le goût de la lecture ce soir par lui. Alors, moi, en tout cas, aujourd'hui, je vais commencer à le lire. Et j'aimerais bien que vous me le dédicassiez. Oui, oui, pas de problème. Voilà. Mais avant cela, par la voix d'une très belle voix oranaise, une chanson de Houeri Walhassi, et on se retrouve juste après. Et voilà. ويا ابو يا حنيني
طاب قلبي طاب قلبي طاب قلبي من قولة لا لا ويا عشاق الزين ساعدوا وكل قلب حزينة جرحة الخدين بالمدامع دي مسيالة شعلت نار البين في دليلي والهجر توالا أبو يا حنيني طاب قلبي من قولة لا 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 ولا لا 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 حسدوني ذي الناس في غرامك يا غصن الياس يا مدبلة الانعاس عيونك مثل عيون غزالة عيونك مثل عيون غزالة حسدوني ذي الناس في غرامك يا غصن الياس يا مدبلة الانعاس عيونك مثل عيون غزالة عيونك مثل عيون غزالة وشمع اللي قاسين والفيل البدر جهالة أبو يا حنيني طاب قلبي من قولة لا 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 ولا لا 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 هذا حسن بديع كيف يهنا من بيه وليع في الأقطار جميع ما أمديلك هيفا ميالة ما أمديلك هيفا ميالة هذا حسن بديع كيف يهنا من بيه وليع في الأقطار جميع ما أمديلك هيفا ميالة ما أمديلك هيفا ميالة وعشقك راه بديع كتبت لك عقد بخط عدالة أبو يا حنيني طاب قلبي من قولة لا 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 ولا لا 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 ويا عشاق الزين ساعدوا وكل قلب حزينة جرحت للخدين بالمدامع دي مسيالة شعلت نار البين في دليلي والهجر توالا أبو يا حنيني يا أبو يا حنيني يا 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 أبو يا حنيني يا أبو يا حنيني طاب قلبي من قولة لا لا. Une très belle chanson reprise, c'est une reprise par une très belle voix oranaise, Houeri Walhassi. C'est une reprise d'une très belle chanson d'un grand maître du Gharbi Ahmed Wahbi, alors de son vrai nom, Derish Ahmed, qui est décédé en 1980. Non, j'ai pas envie de dire des bêtises, donc je sais que c'est un 28 octobre. Donc Gharbi Yarhamou, et alors il nous a légué un patrimoine musical très important. Merci à Houeri Walhassi d'avoir choisi cette très belle chanson Tab Galbi Men Qawlet, la dernière ligne droite de Bonjour d'Agir en cette matinée. Je le rappelle, on est le 28 mai 2025, il est exactement 9h14. Donc, nous sommes avec deux pépites et pas des moindres puisque nous avons du sucré et nous avons aussi de la beauté. La beauté artisanale, c'est les tenues traditionnelles qui font notre identité. Eh bien, on commence toujours par Madame Semia Sildjileni. Vous êtes dans la confection des habits traditionnels. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Et je vous remercie de l'istidafah. وجو مسد الطقم
وجو ميرسي الغرفه الصناعيه التقليديه اللي عطاوني هذا المجال باش نتكلم على البلوزه الوهرانيه ان شاء الله. Et qui est très important. D'ailleurs, c'est un sujet qui est très important, Oui, les surtout richesses. pour les Oranaises. Oui. Elles adorent les blazes. Oui. Très bien. Et bien sûr, vous n'êtes pas seule puisque vous êtes accompagnée d'une dame fort sympathique. Alors, c'est Sarah Belroul. Alors, elle est dans la confection de confitures naturelles. Bonjour. Bonjour madame. Ça va? Ça va, je vous remercie. Vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. Marhaba bikom. Merci beaucoup. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc on commence par, bien sûr, le blouza al-wahraniya. Alors aujourd'hui, vous êtes justement spécialiste de tenues traditionnelles, mais aujourd'hui vous avez choisi de nous ramener blouza wahraniya. D'accord. Alors comment êtes-vous arrivé à ce domaine? كيفاش حتى وليتي ديري la confection de tenues algériennes? Le fait que ma mère elle est couturière, c'est une ancienne couturière. Ah voilà. C'est le pionnier تاع الخياطة. وهما كانوا خياطات ماهرين علينا، واحد يستعرض. باسكو كانت يخدموا لا بغودري، يخدموا لا كوتور، يخدموا تريكوتاج، يخدموا كان عندهم بليزيور فونكسيون يخدموها. حنا تابعين غير خياطة ولا نخدموا لي فيس ولا كراكو، مي او نو سي كيما يقول لك سي دي مونستر de la couture. Effectivement. Oui, parce qu'ils nous ont laissé un héritage, un grand héritage. Et très important aussi. Oui. Et والناس كملت به داوني قدامنا اللي قدامنا اللي قدامنا زعما الحمد لله زعما لاغوب تاعنا راهي واصله كما قال لك راهي في العالميه ماشي. Exactement, elle est dans l'international. D'ailleurs, elle est très prisée par les grands couturiers internationaux aussi. Hein. Oui. Elle a dépassé complètement les frontières de l'Algérie. Oui, madame, oui. Parce que le fait que la robe oranaise, elle est devenue moderne. Elle est راحت الغوب دو سواغي راهي تروح حاجه غافيني ماهيش كيما كانت بلوزه بكري تاع بكري كيما نهضروا هذه. Justement, alors parlez-nous un petit peu de l'ancien modèle. هذه elle dépasse les 80. Des 80 années. ans, oui. Ah, oui, madame. Que tu veux تحسبيها جديدة, madame. Oui, justement. Que tu veux les avec du tulle, justement. Je vois, voilà, le tulle, l'ancien tissu que nos grands-mères, d'ailleurs. Parce que لاش داروا لي tulle, madame. كاينة معلومة. Parce que الجلطيطة من التحت. كانت الجلطيطة premièrement et deuxièmement, il y avait pas beaucoup de tissu à l'époque. Effectivement. Il y avait que le tulle. Alors, النساء هذوك les femmes. Il n'y avait pas le choix. Non, ils n'avaient pas le choix. كان غير قطيفة ولا تول. قطيفة الهواء. لا ماشي قطيفة الهواء. Non. قطيفة تاع صاجة. اللي راحت قسنطينة كيما يقولوا. باسكو قسنطينة ils ont préféré القطيفة وحنايا بالتول ولا نعمروا التول. Parce que ça, il faut le dire aussi, que c'était du tulle qui n'avait pas on va dire, qui était juste tulle hakdak. Tulle, oui. كما قال لك وهما Il n'y avait pas de perlage en fait. Non, madame. Il n'était pas perlé. Non, regarde, c'est à main, madame. بس راك تشوفي كي خدمة كي دايرة le dessin comment il est. Franchement, là, c'est que je me dis, c'est qu'elle faisait des merveilles. Des merveilles, oui. Parce que كانوا قاعدين في الدار, madame. La oui, femme, elle n'était pas active. oui. La femme, elle n'était pas active quand même. Exactement, c'est pas comme maintenant en fait. وكانت الغيرة زعما moi je vais mettre mieux que vous. هذه كانت عندهم غيرة تاع الخدمة. كل وحدة تبغي تلبس c'est-à-dire de plus beau, on va dire une blousa plus belle que sa voisine par exemple. Oui, c'est vrai. C'est ça. كانت une concurrence. قاعدين في الدار بصح concurrence. Et vous êtes resté dans le style traditionnel ou alors vous avez un petit peu rentré une certaine modernité à la blousa wahraniya. Madame, le fait que ma mère elle a fait que moi هذيك عندها 40 ans, c'est son travail. La verte. La verte. D'accord. هذه عندها 40 ans. Mais moi أنا خدمت هذه كما يقولوا هذه parce que inspirée par ça, par là. Justement parce que ça ressemble un petit peu. Oui, il y a c'est ressemblance. Oui, عندك تشوفي لي مونش تاعها سي بيتيت مونش. بصح هادو يعيطوا لهم جنيحات كانوا بكري نساء كبارات يديروا حتى لهنا جنيحات. سكو انا دروك لي موديل لي زونسيان موديل نعاودوا ils reviennent. وكيما بكري بلوزه وهرانيه ما كانش فيها لا مونش مدام كانت الجلطيطه اللي فيها لا مونش. Ah d'accord, elle était sans manche. Sans manche, c'est la fond de robe اللي كانت فيها كسموها لا مونش. من بعد داروا هاد لا بتيت مونشيت. ريغاردي مدام هادو دارها في المنسوج ودارها هذيك محطوطه غير من الفوق. وي. هذا هو هذا الموديل هذا اللي كتشوفي فيه حاطينها غير من الفوق.
كانت بكري كنتبروزها غير هكا محلوله لي مونش كانوا في الجلطيطه لا فغي غوب اورانيس. Les vraies robes oranaises sont au studio de la station régionale d'Oran. Au Bonjour d'Algérie aujourd'hui, on est le 28 mai. Bien sûr, on parle de confiture au naturel, donc confectionnée par Madame Sarah Belroul. Alors, comment vous êtes arrivée justement à la confection de confiture au naturel? Mon parcours avec la confiture date il y a des années en arrière, depuis mon jeune âge. Voilà, comme on le sait et on le connaît tous, le fait de baigner dans un environnement où la grand-mère, la mère préparaient des choses à la maison, donc ça influence. Effectivement. Voilà, tôt ou tard, on est influencé par ces choses-là. Et donc, bon, j'ai fait mon parcours universitaire, ma formation académique. Après, vous avez fait une formation en quoi? Ma formation académique, oui. C'était une licence en droit et après un master en gestion de ressources humaines. Ça n'a rien à voir. Absolument. Ça n'a rien à voir. Absolument, voilà. Et après, bon, j'ai dû m'occuper de ma petite famille. Les enfants ont grandi. Et j'étais toujours attachée à tout ce qui se faisait à la maison. Donc vous avez découvert cette passion Je faisais tout à la maison et ça me plaisait beaucoup. Le fait de voir un produit naturel qui est un fruit, voilà, se transformer en plusieurs produits. Voilà. Par exemple, le fruit, on peut le transformer en confiture, on peut le transformer en pâte de fruits, en sirop, en confit aussi. Et ça me plaisait beaucoup, le fait d'avoir plusieurs assortiments qu'avec un seul produit. Et c'est ça qui m'attirait le plus dans ce que je faisais. Et par la suite, je me suis dit, il faudrait que j'apprenne réellement les vraies techniques. Et vous avez fait une formation pour ça? Justement, j'ai fait un stage. J'ai fait un stage en France, dans une ferme. Voilà, c'est là où j'ai appris les techniques par rapport à la stérilisation, qui est une chose très très importante, voilà, pour la conservation du produit. Là, on reçoit des mannequins, bien habillés, hein. Vous pouvez rentrer. Hein. Oui. Oui. Et c'était ça qui était très important, la conservation et aussi avoir les dérivés de la transformation. Bon, et par rapport à... Et c'est une formation qui a duré combien de temps? 5 jours. 5 jours, voilà, bien pleine. C'était du matin jusqu'au soir. On était sur place, dans la ferme. On allait cueillir les fruits. Et la formatrice était spécialisée dans les fruits rouges, chose qui est un petit peu rare chez nous. Effectivement. Voilà. Bon, ici on a des fraises, mais il y a des framboises, des myrtilles, du cassis, etc. Du cassis, voilà. J'ai travaillé tous ces produits-là. Là, sur place. C'est très bon en plus. C'est exquis. Surtout la pâte de cassis. Elle est exquise. Elle est exquise. Oui. Et d'ailleurs, on pas trop sucré aussi. Du tout. Avec un parce goût qu'il y a de l'acidité qui se marie très très bien avec le dosage du sucre. Effectivement. Et voilà, ça fait un très très bon produit, très raffiné. Oui. Donc on allait cueillir les fruits du beau matin. Voilà, on était là-bas très tôt. Voilà, et on ramenait les fruits et on faisait toute notre transformation de la journée. Très bien. Alors, et quel est le secret d'une bonne confiture naturelle? Alors, le secret d'une bonne confiture naturelle, d'abord, c'est le produit numéro 1, c'est le fruit. Il faudrait qu'il soit de bonne qualité. Il faut qu'il soit de très bonne qualité, maturation à point, voilà, ni trop mûr, ni pas assez mûr. Voilà, il faut qu'il soit parfait, voilà. Exactement. C'est ça. Et aussi la cuisson, le mode de cuisson. Voilà. Ça prend combien de temps la cuisson ça varie de à? Tout dépend. Bon, moi j'utilise des bassines en cuivre. Ma cuisson, elle est dans Il le faut. Ah oui, absolument. Sinon, je ne peux pas dire que c'est une confiture artisanale. Voilà. Donc, tout dépend de la contenance de la bassine. Par exemple, si c'est une bassine qui prend par exemple 5 kg de fruits, la durée, elle est entre 1h30 et 2 heures. Voilà. Très bien. Et l'œil, il est très important.
Effectivement. Très, Alors, très est-ce que c'est une question qui est très importante Oui. parce qu'actuellement, on parle de beaucoup de maladies qui s'installent dans le corps vu la malnutrition, etc. Donc, est-ce que vous avez pensé à diminuer le sucre du fruit et juste faire une confiture qui peut être, on va dire, consommée même pour les diabétiques, parce qu'actuellement, même nous, qui ne sommes pas on va dire diabétique et tout, on fait attention quand même à notre alimentation. Absolument. Je vais vous dire une chose, par rapport, pour qu'on ait l'appellation de confiture, il faut qu'il y ait un taux de sucre. On ne peut pas diminuer de ce taux de sucre. D'accord. Voilà. Mais par contre, on peut, par exemple, pour 1 kilo, il y en a qui font 1 kilo, là c'est exagéré et ça va être une confiture. Il faut au moins 600 à 800 grammes. On peut aller à moins que ça, mais il y a 500. un seuil où on ne peut pas descendre dessus. Parce que la confiture de fraises, généralement, quand on la prépare à la maison, on fait 1 kilo de fraises pour 500 grammes, 450 à 500 grammes de sucre, généralement. Oui. C'est ça, je ne me trompe pas. Oui, oui. Avec un jus de citron. Avec un jus de citron, c'est plus pour ça conserve mieux. Oui, le jus de citron, il est bon pour la conservation, mais on peut vraiment s'en passer. S'en passer. Oui, oui. Parce que déjà, la fraise, elle a un goût acidulé, un dérivé acidulé. Donc, et elle est sucrée aussi. Quand elle est bien, voilà. quand elle est bien mûre, elle est sucrée. Quand elle est bien mûre, elle est bien parfumée aussi. Là. Absolument. On n'a pas besoin d'en rajouter encore plus. Effectivement. Oui, oui. Effectivement. Oui. Très bien. Et là, c'est que nous recevons, on a reçu justement 2 mannequins qui sont très jolis, habillés de 2 blousettes waharaniyettes. Alors, une en rouge, qui est magnifique. Vous êtes très jolie, mademoiselle. Merci, marhaba bik. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ces 2 blazes? Bon, le fait que... Elles sont jolies toutes les 2, en fait. هادو سي دي غوب تاع عرايس كيما يقولوا. عرايس. بكري كانت عندنا يديروا 40 غوب. وكانت بلوزه 40 غوب. Mon Dieu. Oui, madame. Mais ça dépasse carrément le budget. Le budget parce qu'elle était Parce que c'était pas aussi cher que maintenant. Oui. Non, ثاني ملي كيسيون تاع الماده كان كل واحد عنده كيفاش بصح Et كان aussi, avant, c'est que les femmes à la maison, elles avaient les blousades pour les mariages, les blousettes pour le ménage, les blousettes... parce que les Oranais, c'est ça. Hein. سي با Exactement. كاين 10 هادو كيما يقولوا بصح Même pour les décès. Il y avait les يقسموها blousettes pour les décès. مخزنيه كيما يقولوا. Exactement, le makhazniya avec le nid d'abeille. Oui. C'est ça. Oui. Ça va, Rani جايبتها لا شوية. كي جايبتها. Alors, parlez-nous un petit peu de ce modèle d'ailleurs qui est très joli, en tulle, toujours en tulle. Tulle, oui. Est-ce que vous l'avez confectionné vous-même? Vous l'avez perlé? Non. Non, vous l'avez Non. acheté perlé. Acheté perlé. Et ça prend combien de temps pour la confection d'une belle blousa comme celle-là? Presque واحد 20 jours, plus que 20 jours. Ah, quand même. Oui, parce que ça prend du temps pour le perlage. Le perlage du, Oui. du buste. Le perlage. D'accord. Oui. Très bien. Et la rouge? La même chose, parce que elle est moins, parce qu'elle n'est pas plus que chargée كيما هادي. Elle est moins. C'est avec du tulle? Du tulle. Toujours. بصح مادام تشوفي elle est façonnée autrement. Justement, la découpe n'est pas Non, pareille. هذه l'ancien. Mais Hada, c'est l'ancien modèle. L'ancien modèle. D'accord. Et le rouge? Je parle à الفصالة madame. Oui. La coupe. La coupe. Oui. Mais هذه non. هذه داخلة في النوفو. رايحة لغوب دي سواري. Parce que أنا تبعوا la jeunesse qu'est-ce qu'elle veut. Ça dépend. باش la robe oranaise elle reste. هذيك كيما اون كان هذاك لو جون باش يلبسها اسمها ما تروحش نديروها على خاطرو على هو كي باغيها دوكا يبغيها ديكولتي يبغيها ايفازي يبغيها باش يلبسها باش لا روب اورانيس ريست انا نتبعوا لا جونيس شاي كاسكال فو. Effectivement. Oui. Surtout que maintenant, il y a quand même le choix des tissus, le choix des modèles aussi. Des modèles. Le choix. خاطر لو تيسو هو اللي طلب لنا الموديل. Et on recopie. Et les couleurs cette année? Parce que là, on est à l'approche des mariages et tout. Je fais les couleurs, c'est question, madame, des questions de goût. Parce que chaque personne est à savoir qu'est-ce qu'elle veut. Mais quelles les couleurs? Mais il y a des tas de couleurs. تقولي هذه تعاودي تقولي هذه. كاين un bleu ciel, il est très beau, تانيك. Le bleu azur aussi. Oui, azur. Le bleu azur est très joli. Oui. Donc très bien. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, comme le Merci. Vous êtes très jolies toutes les deux. Merci. Donc merci beaucoup, Madame Belroul, on va dire. C'est ça. Voilà.
Belroul Sarah, donc continuez à Merci nous faire à vous. de bons produits au naturel. Inch'Allah. Merci. On vous remercie, madame. Merci. Alors, quant à moi, chers amis du matin, je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon week-end. On se retrouve le mercredi prochain. Ben oui, de la même station, de la même ville et surtout de la même chaîne. Au revoir et bon week-end. يا للناس انتي رواية كلك إحساس حبك حكاية يا للناس انتي رواية كلك إحساس